Chers zèbres, chers non-zèbres, parlons de rire aujourd'hui et d'intelligence, puisque je suis tombé sur une vidéo très intéressante entre Raymond DeVos et Monsieur Morel, Monsieur François Morel, qui était sur Canal+, et que vous connaissez certainement. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Et alors, pourquoi je fais ce podcast? Parce que je trouve qu'il y a manière, et matière surtout, à parler de rire et d'intelligence. J'étais en train de regarder cette vidéo ce matin et je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant le parallèle que fait François Morel avec Raymond DeVos lorsque Raymond DeVos parle de malentendus. Et François Morel réplique qu'effectivement, tout l'humour de Raymond DeVos est orienté sur le malentendu. Le train pour quand, le fait qu'il rentre ensuite dans un rond-point et qu'il ne peut pas en sortir. Il y a d'autres... le bout, lorsqu'il dit « Donnez-moi ce bout », vous voulez quel bout Je ne sais pas si vous connaissez Raymond DeVos, mais si vous connaissez pas, c'est vraiment tordant, c'est vraiment quelqu'un à connaître, c'est vraiment un comique... qui est vrai humoriste et même artiste de musical qu'il faut absolument connaître, et je trouve qu'il y a pas beaucoup d'hommages. Et c'est dommage, d'ailleurs. Voilà. Ça pourrait être du Raymond DeVos, peut-être. Entre l'hommage et dommage. J'en sais rien. Non, je suis pas du tout Raymond DeVos. Je rigole. Mais, ce qui est intéressant, là-dedans, c'est que justement, lorsque on se penche un petit peu sur Raymond DeVos, et qu'on va au-delà de l'apparence. Parce que lorsque j'étais petit, ce monsieur me faisait peur. Ce monsieur, ce gros bonhomme qui était sur scène comme ça avec un costume bleu, qui transpirait tout le temps, il me faisait peur. Moi, il me faisait peur quand je le voyais à la télévision. Il me faisait peur quand il était encore vivant d'ailleurs. Il me faisait peur. J'avais énormément peur. Je sais plus, je l'avais vu dans le Grand Échiquier, Champs-Élysées ou Sébastien, ou Carnaval, je sais plus trop les émissions, mais il me faisait énormément peur. Et lorsque c'est ça le problème, c'est que on est toujours sur le jugement de l'apparence, on est toujours en train de juger les gens suivant leur apparence. Faut pas se cacher, faut pas être politiquement correct là-dessus, quoi. Non, effectivement l'apparence compte, et il est bien évident que si je l'avais connu à la radio, et c'est ça la puissance de la radio, c'est faire en sorte que les gens nous écoutent sans même savoir à quoi on ressemble. C'est pour ça que toutes ces radios qui sont filmées font perdre un petit peu l'âme de la radio. Je suis en train de m'égarer, donc je vais revenir à mon sujet. Si je l'avais connu à la radio, je pense que j'aurais été vraiment très intéressé, parce que bon, peut-être que j'étais trop petit pour comprendre aussi, je sais pas trop, mais si vous voulez découvrir Raymond DeVos, l'apparence, il faut écouter les mots, parce que c'est quand même assez incroyable les sketchs qui existent de Raymond DeVos sont vraiment drôles, et il y a toujours une petite histoire derrière, une petite morale à en tirer. Je reviens à mon sujet sur le rire et l'intelligence, puisque en fait François Morel parlait de malentendus, et puis à un moment donné Raymond DeVos disait que le rire était en rapport avec l'intelligence et tout ce qui était un peu cognitif. Ce à quoi François Morel répond qu'il n'est pas d'accord du tout, puisque lui ne se trouve pas plus intelligent que ça. Il ne se trouve pas plus intelligent que ça. C'est ça qui est intéressant en fait dans cette histoire. C'est que il ne se trouve pas assez intelligent pour ça. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il a un rapport avec l'intelligence qui n'est pas le rapport de l'intelligence que confère à Raymond DeVos. Enfin, ce n'est pas le même rapport d'intelligence que Raymond DeVos a. Ça veut bien dire que l'intelligence n'est pas forcément très très claire dans la tête des gens. Et donc, si je parle de ça, c'est parce que je suis complètement dans mon sujet sur l'intelligence, sur les zèbres, sur les hauts potentiels, etc. On sait jamais si on est vraiment haut potentiel, on sait jamais si on est vraiment zèbre. J'entends tout le temps les gens dire « Oui, tu t'auto-diagnostiques tout seul, fais voir ton QI, fais voir tout. » Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas d'avoir de l'intelligence, d'avoir 125 de QI, quoi que ce soit.
c'est de comprendre son fonctionnement. Alors peut-être que vous avez 120 QI, moi j'en sais rien, hein, très franchement j'en sais rien. Moi je m'intéresse à tout ça. On m'a dit que je l'étais zèbre, on m'a dit que j'étais au potentiel, on m'a dit tout ça. Et quand je dis on m'a dit, c'est pas moi qui m'auto-diagnostique, ce sont des psys, des psychologues, des coachs qui m'ont dit tout ça. Et j'ai jamais voulu passer le test parce que j'ai trop peur de la réponse en fait. J'ai trop peur qu'on dise mais non t'es con comme un balai en fait. t'es con comme une malle et puis voilà et puis tu sers à rien quoi. Donc pour revenir sur l'intelligence et le rire, François Morel disait que le rire c'était plus des situations ou simplement une observation. Voilà. Il a pas tort, mais je pense que il parle du rire de Bergson en fait. Bergson qui a écrit un livre qui s'appelle Le Rire que j'avais vu en philosophie et pour lui c'est une mécanique. Pour Bergson, hein. C'est une mécanique plaquée sur du vivant. Voilà, c'est une mécanique plaquée sur du vivant. Autrement dit, c'est tout ce qui est tarte à la crème, tout ce qui est visuel. Voilà, c'est plus dans le corps que dans les mots. C'est ce que pense François Morel en fait. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et moi, je m'inscris en faux par rapport à ça, justement. Je m'inscris en faux parce que je crois vraiment qu'il y a un rapport entre l'humour et l'intelligence. Entre le rire et l'intelligence. Parce que on a toujours dit, oui, il vaut mieux rire d'une situation plutôt que d'en pleurer. C'est un lieu commun, mais c'est complètement vrai. Sauf que pour rire d'une situation, il faut prendre du recul sur cette situation de manière à la mettre dans un sens global et pour voir soit le ridicule, soit ce qu'on peut en tirer, soit comment être dans la dérision de cette situation, aller plus loin, exagérer et peut-être même changer la situation. C'est une façon de prendre de voir les choses non pas au premier degré, mais peut-être au deuxième degré. Et pour voir les choses au deuxième degré, il faut forcément je vais pas dire être intelligent, c'est pas ça le problème, mais il faut forcément voir les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'on va les distordre. Quel exemple je pourrais donner? Je n'ai pas travaillé d'exemple. c'est n'importe quoi. Parce que ce podcast c'est n'importe quoi parce que c'est plutôt spontané. Je vais essayer de trouver un exemple le temps que je fasse ce podcast. Mais lorsque vous avez une situation en face de vous, tiens, par exemple, voilà, très bon exemple, Jean Castex. Voilà, Jean Castex. Notre Premier ministre, nous sommes en 2020, notre Premier ministre qui déclare que vous pourrez aller skier, vous pourrez aller à la montagne, mais les remontées mécaniques ne seront pas ouvertes. Bon, il y a deux solutions à réagir à ça. Soit on se dit oh non, c'est pas vrai, je pourrais pas aller skier. Si on prend un peu du recul, on peut se dire non mais là il dit n'importe quoi, il comprend pas ce que c'est de pas être privilégié parce que eux ils pourront peut-être partir dans les autres pays puisqu'ils veulent bloquer ils veulent bloquer la possibilité d'aller dans les pays aussi. Je sais pas trop ce qu'ils veulent. Mais donc ça c'est la première prise de recul. La deuxième prise de recul, c'est de voir avec le nombre de bourdes qu'il dit qu'il peut déclarer à chaque fois qu'il fait une conférence de presse ou qu'il prend la parole. Et moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit à un moment donné, c'est pas possible. On peut pas dire autant d'énormités sérieusement. Il prépare un one-man show, en fait. Il prépare un one-man show. À un moment donné, il va enlever son masque, un petit peu comme dans Scooby-Doo. Il va enlever le masque, il va dire, eh non, en fait, je suis humoriste. Voilà, c'est peut-être ça l'histoire, c'est que c'est un humoriste caché. C'est pas possible de penser qu'il dit autant d'énormités sans qu'il y ait un projet derrière. C'est peut-être le futur humoriste. Moi en tout cas, moi je vais le voir. Moi je vais voir son spectacle parce que c'est drôle. C'est pathétiquement drôle en fait ce qu'il peut nous raconter.
Voilà, bon, en tout cas, je vais refermer la parenthèse puisque l'exemple était trouvé, mais je dis pas forcément que je suis humoriste, que je suis drôle, c'est pas ça le problème, hein, c'est parce que euh, il y a une corrélation, je pense, peut-être pas au cause à effet, hein, pas une causalité, mais une corrélation entre l'humour et l'intelligence. Lorsqu'on entend Desproges, lorsqu'on entend Coluche, lorsqu'on entend toutes ces personnes qui ont mis, comment dire, fait passer des messages, hein, c'était pas forcément des artistes engagés, puisque Desproges disait si j'avais le courage de tous ces artistes qui osent dénoncer Pinochet à moins de 5000 kilomètres de Santiago, je le ferais. Voilà, c'était une façon pour lui de dire c'est facile d'être un artiste engagé quand on ne craint rien. Voilà. Pour moi, c'est drôle et pour moi, c'est une forme d'intelligence puisque il met les choses en perspective. Voilà. Si on pouvait dire que l'humour avec l'intelligence était en corrélation, c'est parce que on voit qu'il y a une perspective à mettre. On met les choses en perspective, on met les situations en perspective, on met les déclarations des gens en perspective, on met les personnages en perspective par rapport à une situation globale, par rapport à quelque chose de global dans la vie. C'est là peut-être qu'il y a effectivement un rapport entre l'humour et l'intelligence. C'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin, puisque ça m'a sauté aux oreilles lorsque François Morel a dit qu'il n'était pas d'accord, qu'il se trouvait pas super intelligent. Moi, je pense au contraire qu'il est assez intelligent. Malheureusement, on a une idée reçue sur ce qu'est l'intelligence. Et le problème de l'intelligence, c'est qu'elle est toujours liée à tout ce qui est logique mathématique. C'est ça le problème. D'ailleurs, la plupart des tests réalisés sont faits aussi sur ce modèle. Vous avez dans des entretiens d'embauche, par exemple, des tests psychotechniques, ce qu'on appelle psychotechniques. C'est juste des problèmes de logique, en fait. Logique de mots, logique de situation, des intrus, des formes qui changent et voir la suite de la forme. Voilà, ce sont des tests comme ça qui montrent votre logique mathématique, mais on a vu qu'il y avait 8 formes d'intelligence. Je reviendrai là-dessus peut-être sur notre podcast. Intelligence spatiale, intelligence naturaliste, intelligence des mots, intelligence pour apprendre les langues étrangères, intelligence musicale, enfin plein de comme ça. Tout ça pour dire que l'intelligence c'est pas forcément tout ce qui est alors peut-être que lui en fait il se trouve pas intelligent parce que il n'est pas forcément très bon en mathématiques, pas très bon en logique, mais il a quand même ce talent de manier les mots, de manier les situations, de mettre les choses en perspective. Si vous connaissez son travail, je parle pas de ses chroniques forcément sur service public, mais lorsque vous voyez ses spectacles ou écoutez ses chroniques qu'il faisait à l'époque, il y a quelque temps, vous pouvez voir qu'il y a quand même une subtilité, et la subtilité c'est forcément en lien avec l'intelligence, puisque l'intelligence c'est la prise de recul, l'intelligence c'est la nuance, et l'intelligence sans la nuance, je pense pas que ça puisse exister. C'est pour ça que vous ne devez pas vous trouver moins intelligent que les hommes politiques, moins intelligent que les gens des médias, moins intelligent que les gens de la culture, parce que vous avez l'impression qu'ils le sont. Non, la plupart ne le sont pas. Ce n'est pas ce n'est pas un gage d'intelligence d'être au sommet de l'État. Et c'est bien ça le problème. Et d'ailleurs, il y a un économiste, politologue et anthropologue qui s'appelle Emmanuel Todd qui en parle très bien justement de tout ça. Quand on me dit oui, tu parles de politique, tu parles d'économie, mais tu parles pas de zèbre. Si, justement. Bien sûr, je ne parle pas de zèbre à proprement parler ou de haut potentiel. Comment être au potentiel, comment le trouver, qu'est-ce qu'un zèbre, etc. J'en parle pas comme ça, j'en parle pas dans ce sens parce que tout le monde en parle comme ça. Ça m'intéresse pas de redire les mêmes choses. Ce qui est intéressant, c'est de mettre toutes ces choses en perspective, toutes ces découvertes en perspective, tous ces concepts en perspective. Peut-être que je me plante complètement, mais c'est comme ça que moi je le vois, parce que lorsque vous êtes zèbre au potentiel, appelez ça comme vous voulez,
et que vous n'êtes pas dans une idéologie parce que vous avez été bouffé et on vous a lavé le cerveau, vous pouvez absolument vous dire que vous êtes au potentiel parce que vous voyez la vie différemment, vous voyez les choses différemment. Vous avez l'impression que vous êtes dans le Truman Show, quoi. Donc cette intelligence-là, vous l'avez. On va vous traiter de complotiste, voilà, hein, parce que c'est beaucoup plus facile que d'ouvrir le débat. Et imaginez que vous ayez envie de faire quelque chose et on vous en empêche parce que on va dénoncer ce que vous voulez faire. Bah vous allez vous défendre et vous allez dire non mais c'est un affabulateur, j'ai pas envie de faire ça, je veux pas faire ça. C'est ça le complotisme en fait, c'est pas dire qu'il y a des gens qui se réunissent secrètement dans des salles obscures avec des costumes pour dire on va voir comment on va les niquer cette. Non, ça marche pas comme ça, c'est que tout est disponible sur internet, sauf que les hauts potentiels, les zèbres et toutes les personnes qui sont curieuses aussi, pas forcément que les zèbres, vont chercher eux-mêmes les informations et puis ils se disent tiens c'est bizarre la réunion de Davos où on disait qu'il y avait un nouvel ordre mondial, ça ressemble exactement au discours de Sarkozy quand il disait rien ne pourra empêcher le nouvel ordre mondial de prospérer. Et ça aussi c'est disponible sur internet, hein. Je suis pas complotiste là. Je prends juste 2 sources et je vois qu'il y a une corrélation, peut-être pas une causalité mais une corrélation. C'est quoi la différence entre la corrélation et la causalité? C'est que la causalité, on est sûr que la cause va induire la conséquence. Et la corrélation, c'est un événement arrive, un même événement arrive en même temps, on a l'impression qu'il y a une causalité, que cet événement a créé cet autre événement. Parfois, il faut dire, en fait, non, c'est qu'il y a un autre événement caché qu'on ignore, qui se cache derrière, pardon, qu'on ignore, qui empêche de voir qu'il y a une causalité derrière. Et je vais vous donner un exemple. On avait fait des études sur je sais plus quelle était la maladie paludisme peut-être, je sais plus trop. En tout cas c'était une maladie assez importante qui arrivait en même temps. Apparemment ils avaient fait des études. La courbe de l'augmentation de la maladie, je crois que c'était aux États-Unis. La courbe de l'augmentation de la maladie augmentait en même temps que la vente de glace. La courbe de la maladie augmentait en même temps que la vente de glace. Et c'est intéressant parce que on pourrait se dire, ok, donc en fait, comme les 2 courbes sont les mêmes, ça veut dire que les glaces augmentent la maladie. Si vous mangez ces glaces, vous allez avoir plus de chances d'avoir de possibilités d'avoir la maladie. Voilà. Or non. Parce que quand ils ont précisé leur étude, ils se sont rendus compte que ce ne sont pas les glaces qui induisent la maladie, mais c'est la chaleur. Effectivement, plus il fait chaud, plus on va manger des glaces, et plus il fait chaud, plus cette maladie va se développer. Et c'est exactement ça, la différence entre la causalité et la corrélation. 2 événements qui ont l'air similaires ne sont pas forcément en lien par une causalité, par la causalité de l'événement A sur l'événement B, mais qu'il y a une causalité cachée. Il y a une cause cachée. Faites attention. Ça, c'est très important. Je me suis un petit peu égaré sur le rire et l'intelligence. J'espère que vous avez compris, en tout cas, ce que j'ai voulu vous transmettre. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, juste en dessous. Et puis, si vous avez des précisions sur ce que je viens de dire, c'est toujours intéressant. Donc, je vous attends dans les commentaires. Et puis, comme toujours, écoutez ce que je dis. Écoutez vraiment ce que je dis. Voilà, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques, vérifiez par vous-même à la lumière de votre expérience. À bientôt, salut.